Marco Boyer, bonjour. Bienvenue à freedom.fr pour cette première émission qu'on démarre aujourd'hui. Ça s'appelle l'entretien. Donc, c'est une émission qui sera visible sur notre site internet freedom.fr pendant une semaine parce que ça va être l'entretien hebdomadaire. Vous êtes notre premier invité. Donc, on démarre cette émission avec vous, Marco Boyer, maire de la Plaine des Palmistes. C'est parce qu'aussi, il y a une actualité, ça s'est passé pas plus tard que lundi, il y a eu un conseil municipal et ce conseil municipal a été suspendu, notamment après, il y a eu le vote des comptes de gestion du trésorier public. En revanche, les comptes administratifs ont été rejetés et les élus n'ont pas pu voter le compte primitif, le budget primitif 2019 parce qu'il n'y avait plus de quorum. Ma première question, Marco Boyer, est-ce que la commune va être mise sous tutelle ? Bien sûr que non. Nous sommes encore loin de ce genre de décision. Il y a eu des décisions au niveau d'un conseil municipal, il y a eu des choses qui se sont passées, des réactions d'élus, des positionnements d'élus, qui ont conduit à une situation particulière, unique à La Réunion, presque unique en France, où des comptes administratifs n'ont pas été approuvés, alors qu'ils ont été tout à fait corrects. Ce sont des comptes excédentaires, ils ne sont pas dans le rouge. Oui. Et conformes à le rapport de gestion du receveur municipal, c'est-à-dire du trésorier de l'État, qui gère aussi les finances publiques des communes, des collectivités comme les nôtres. Mais ces comptes ont été rejetés. Ils ont été rejetés. Là, il faut savoir la raison de ceci et on va revenir sur le pourquoi. Bien sûr. Mais là, tout de suite, pratiquement, la commune est mise sous tutelle ou n'est pas mise sous tutelle? Est-ce que c'est toujours Marco Boyer qui garde la main? Et je vous l'explique rapidement. Quand des comptes administratifs sont rejetés, il y a, les raisons à chercher sans doute, mais il y a des conséquences. La conséquence, c'est que l'État est informé de cette décision. Nous avons fait déjà des interventions auprès de M. le Préfet, de ses services, pour préciser ce qu'il en est, de la façon que les choses devraient maintenant avancer. Nous savons très bien qu'en l'état actuel, il faut encore passer à un autre conseil municipal pour savoir qu'est-ce qu'on en fait du budget. Voilà. Un budget dépendant du vote des comptes administratifs. C'est un petit peu technique, c'est un petit peu... Vous parlez du budget primitif. Dans la le budget primitif n'a pas été abordé parce qu'il n'y avait pas de quorum. Après le rejet des comptes administratifs, des élus ont quitté la salle. Il n'y avait plus de quorum. Donc là, vous allez convoquer un autre conseil municipal. Un autre conseil municipal. Et d'après ça mes va se passer informations, samedi. Voilà, ça va se passer ce samedi. Ce samedi, mais pour aborder cette fois les questions budgétaires. D'accord. Donc la commune, on a bien compris, n'est pas mise sous tutelle pour l'instant. Vous êtes toujours le maire, vous avez la main sur la gestion municipale. Absolument. Et il y aura un conseil municipal ce samedi avec à l'ordre du jour, de nouveau, le budget primitif 2019. Voilà. Mais si vous n'avez pas la majorité, soit il n'y a pas de majorité et il n'y a pas de vote, et dans ces conditions, il n'y a pas de budget. Soit les gens restent et il y a le quorum et le conseil municipal fonctionne normalement et dans ses attributions, il aura à se prononcer sur les propositions qui sont faites pour le budget 2019. Alors, il vote oui, pas de problème. Il vote non. Donc le budget n'est pas admis, n'est pas autorisé, n'est pas possible, n'est pas autorisé à être mis en exécution. À ce moment-là, ça devient l'affaire de M. le Préfet. D'accord, donc c'est le préfet qui saisit ensuite la Chambre régionale des comptes. Oui. La Chambre régionale des comptes. L'avis de la Chambre régionale lui reviendra. J'imagine à peu près ce qui va se passer, puisque tout est parfait, tout est correct, tout est bien. Ça veut dire qu'un conseil municipal aura dit non à ce qui est bon, alors ce qui est assez particulier. Mais enfin, ça c'est une autre affaire. Chacun voit midi à sa porte. N'empêche que le préfet, à ce moment-là, décide que, monsieur le maire, vous êtes toujours là en tant qu'ordonnateur de la vie communale, en tant qu'ordonnateur des décisions à destination de la commune, à destination de la population et tout ça,
mais c'est sous son autorité directe. D'accord. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si ce budget n'est pas voté parce que vous n'auriez peut-être pas de majorité, on ne sait pas encore, il faut attendre samedi. Indépendamment de ma volonté. Si ce budget n'est pas voté, c'est le préfet qui prend la main via la Chambre régionale des comptes, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes out, éliminé, que vous avez, c'est toujours vous qui restez maire jusqu'en 2020. Voilà, jusqu'à échéance de la mandature. D'accord. Quel intérêt à ce moment-là de ne pas voter ce budget qui est bon, comme vous le dites, monsieur le maire? Écoutez, monsieur Montrouge, ça c'est une question qu'il faut peut-être poser à ceux qui décideront cela. Le maire, lui, fait son travail avec ses services, avec les élus aussi, qui voulaient travailler, parce qu'il y en a qui, depuis quelque temps, ne travaillent plus trop. N'empêche que lui, il doit faire avancer les choses, il doit respecter les périodes. Nous sommes dans la période de mars-avril, et nous sommes dans la limite de ce qu'il faut utiliser, de ce qu'il faut faire pour voter le budget, les comptes administratifs et tout ça. En ce qui concerne les comptes administratifs, c'est la première fois que nous sommes amenés, sur conseil, sur avis et sur recommandation de la Chambre régionale des comptes, de voter les comptes administratifs juste avant le vote du budget primitif. Auparavant, on votait le budget primitif au mois de mars. Et les comptes administratifs arrivaient au mois de juin à peu près, parce qu'il faut le temps aux uns et aux autres, etc., de mettre en concordance les comptes des uns, les comptes des autres. C'est un travail administratif, un travail technique. Mais là, maintenant, sur la proposition de la Chambre régionale locale, nous faisons ce qui nous est recommandé. Nous n'avons rien à cacher, il n'y a rien qui s'oppose à ce que nous le fassions. Nous sommes en situation de voter les comptes administratifs juste avant le budget. Et ça se passe le même jour. Mais alors, et pour que ces comptes administratifs soient intégrés ensuite au budget 2019. Mais qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé à cette situation? Vous avez vous-même parlé de débandade. On a l'impression aujourd'hui que la plaine des Palmistes est un peu comme un bateau fou, un avion sans ailes. Mais comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça dure maintenant depuis quelques mois. C'est la petite histoire locale, monsieur Montrouge. Et je le dis très clairement en face des auditeurs. Soit Marc Auboyer est devenu complètement dingue, complètement fou, ne raisonne plus, il a perdu toute sa raison, et il est en train de proposer des choses qui ne tiennent pas la route. Ça veut dire que c'est un jugement porté aussi sur ses services autour de lui, qui n'ont pas conseillé, qui ont mal fait leur travail, qui ont travaillé énormément pendant des jours, de bons moments de nuit. Dans ces conditions, il faudrait peut-être, au-delà du conseil municipal, me faire savoir qu'il est temps de partir, de m'occuper d'autre chose. Mais ça n'a jamais été le cas. Dans la plaine des Palmistes, il y a toujours eu une confiance entre la population et moi-même. Ça fait 48 ans que ça dure. Dans l'engagement d'abord premier, sans la responsabilité, mais depuis la responsabilité en 1988 jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu une petite interruption avec la période du maire précédent, mais j'étais toujours là, et la population savait dans quel sens je travaillais pour la commune et pour eux-mêmes. D'accord. Mais vous dites, monsieur le maire, vous n'avez ça a été rompu. Rompu depuis janvier 2018 de l'année dernière. Moment à laquelle, pour le mois de janvier, un moment où j'ai fait passer un courrier dans la population disant que la majorité s'est réunie et avait désigné M. Parny comme étant le possible futur maire, donc le candidat porteur des attentes, des espérances, des propositions, des projets de la commune pour 2020. Pour 2020, d'accord. Donc vous avez désigné déjà votre poulain, votre futur candidat. En lien avec qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi ça a dégénéré? Déjà, ça a été un premier reproche en me disant, il ne fallait pas le faire, ce courrier. Il n'aurait pas fallu annoncer
Et Mais un reproche émanant de qui? bah, D'une partie de l'équipe de M. majoritaire? Parny lui-même, Ah, d'accord. et maintenant peut-être de quelques amis qu'il a autour de lui, sans doute. Il ne fallait pas faire ça dès maintenant. Moi, je n'ai rien à cacher à la population. Oui. Je ne vais pas lui dire, voilà, je reste là, je suis maire, et puis après moi, le déluge. Non, ça se prépare, ça. Oui. Je connais un autre ami, maire aussi, dans la Réunion, qui lui avait pensé à utiliser le mot juste de relève. Oui, Chacun a sa relève. Moi, je préparais la mienne, parce que je savais que je devais m'arrêter. D'accord. Mais Bon. ce qui est assez paradoxal, Alors, c'est-à-dire à ce que vous moment-là, désignez celui qui devrait reprendre le relais, puisque c'est votre premier adjoint, c'est Daniel Jean-Baptiste Diparny, mais paradoxalement, ça se passe mal et... Oui, ça se passe mal parce qu'il y a eu des confusions. Je n'ai pas dit qu'à partir de janvier 2020, eh bien, de 2018, je ne suis plus le maire de la Plaine. D'accord. Et le candidat... Il y a eu un malentendu. Ben, je ne sais pas, on s'est expliqué, je lui ai dit, moi, tu as été nommé, désigné, approuvé comme étant le candidat porteur du devenir de la Plaine à partir de 2020 aux prochaines élections. Il faut aller te préparer. C'était une façon de l'introduire dans la bataille électorale qui allait venir. Mais le maire reste le maire. Mais vous vous considérez à ce moment-là, à partir de ce moment-là, janvier 2018, qui s'est conduit en réalité comme étant le maire de la Plaine? Comme quelqu'un qui aurait voulu l'être. Je suppose que c'est ça. Il aurait fallu que moi, si je suis à donner l'aval à une majorité municipale et à un candidat pour qu'il conduise les affaires de la commune, ben, j'aurais dit, voilà, à partir de janvier 2018, le nouveau maire, c'est monsieur Intel. Donc, j'aurais démissionné. Ce n'était pas le cas. Donc, vous avez dit que c'est lui qui sera appelé à vous remplacer, si la population le veut bien au moment du scrutin, mais vous désignez quand même comme votre poulain, d'accord? Mais manifestement, d'après ce que vous nous dites, lui, il a pris ça, mais vraiment au premier degré, et il s'est considéré comme le maire. Mais ce n'est pas ce qu'il dit lui, et ce n'est pas ce qu'une certaine partie de son entourage avance comme argument. Ils disent plutôt que vous avez à un moment donné soutenu ouvertement sur le terrain une autre candidate qui s'appelle Sophie Arzal, qui est actuellement deuxième adjointe de Daniel Bourtier, maire du Bras-Palin. Et c'est à partir de là que tout ça a foiré, quoi. Ben oui, ça c'est la présentation de ceux qui disent, voilà, ben, il aurait fallu procéder autrement. Il aurait fallu peut-être dire que l'autre, M. Parny, est le maire déjà dès maintenant. À partir de ce moment-là, j'ai encore un an et plus, 2 ans, puisque c'était 2019 pour préparer 2020. Mais la préparation de 2020, ça ne se fait pas non plus par hasard, ce n'est pas, comment on dit, un vieux de la vieille, comment on appelle ça dans le grand public. Il y en a qui nous disent que nous sommes des dinosaures de la politique, enfin des gens qui connaissent un petit peu ce qu'il en est. Dans le contexte des élections de 2020, il va y avoir 8 à 10 candidats présents, dont 6 émanant du conseil municipal d'aujourd'hui. Je ne sais pas comment ils vont encore se comprendre. Passons là-dessus. N'empêche que la prévision avec la proportionnelle que nous avons, ça exige déjà la perspective d'accord entre des candidats du premier tour pour le deuxième tour. Ça s'est passé comme ça aussi en 2008. En 2008, quand un candidat a été élu avec des rapprochements qui ont créé la surprise, mais qui a été suivi. Et des rapprochements qui ont conduit le candidat d'un camp à devenir conseiller départemental et le candidat de l'autre camp à devenir le maire. Avec 2 personnes qui ont été élues dans des camps différents et qui ne sont même pas entendues après pour mener un travail. Ça, c'est leur affaire. Mais Marco Boyer, lui, en ce qui le concerne, voit déjà cette perspective de 2020. Et il faut déjà prévoir que dans un même camp politique connu, dans des engagements généraux sur la vie de la Réunion, la vie de la nation, dans des engagements de partis, de groupements politiques,
eh bien, il y a des rapprochements possibles. D'accord. Mon rôle, Donc, c'est oui. d'arriver à ce que ce rapprochement puisse se faire. Ah, ça a été le clash entre ces deux candidats. D'accord, entre Mais maintenant, on Daniel m'a Diparny catalogué et Sophie Arzal. et Sophie Arzal. D'accord. Mais Parce que oui. si j'ai bien compris, Sophie Arzal veut être maire, mais Daniel Diparny veut être maire Veut aussi. être maire. Mais il n'y a qu'une Alors, place. Mais je ne peux pas dire que l'un ne peut pas l'être et que l'autre doit l'être. Mais ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'ils puissent s'entendre pour demain, dans l'intérêt à mon sens, dans l'intérêt de la commune et dans l'intérêt aussi de la vie de l'Est. Mais, dans monsieur le l'intérêt de la maire, vie monsieur le maire, s'ils veulent être maire de la Plaine des Palmistes tous les deux, vous savez très bien qu'il n'y a qu'un fauteuil de maire, qu'un oui, poste. mais Vous, c'est quoi votre schéma à ce moment-là pour essayer de remettre un peu d'ordre Alors au ça, sein de ce votre sera majorité? aussi à amener. Oui. Mais pour amener à des accords, à des ententes, à des coopérations déjà électorales, je ne parle pas de l'organisation de la municipalité de demain. Il faudra qu'ils se comprennent, il faudra qu'ils échangent. Mais moi-même, déjà, je dois être porteur de cela, de cette possibilité d'union, parce que je sais aussi ce qu'il va y avoir comme accord à côté et ce qu'il faut avoir comme accord dans un autre camp. Alors, deux camps vont devoir s'opposer au deuxième tour. Et ça, c'est ma préparation. Ça, c'est mon rôle. Alors, parler avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que je vais peut-être voter pour cette personne-là. D'accord. Je parle avec Daniel Diparny, je parle tous les jours, je parle encore à l'occasion, parce qu'on a moins l'occasion de se voir. Oui, Il Daniel. ne vient plus me retrouver, il ne vient plus échanger. Bon, ça c'est un choix, le problème de la plaine aujourd'hui. Alors, mais il faut penser à demain. Oui, oui, bien sûr. Si je peux me permettre. Oui, oui. Si je peux me permettre, c'est juste pour dire que tout ça se prépare. Mais à partir du moment où vous êtes en discussion avec quelqu'un que je n'ai pas non plus pour habitude de rejeter ou alors de critiquer ou d'accuser, c'est une personne qui est une administrée dans la plaine, qui est un acteur économique, etc. Bon, on échange. Il y a même une petite restauration qui cette personne a un restaurant, justement, à la Plaine des Palmistes. Je vais aussi dîner, déjeuner parfois, même avec des services de mairie, de la mairie, chez elle, on échange. Échanger avec quelqu'un, ça ne veut pas dire être pour sa candidature, ou ça ne veut pas dire non plus que c'est contre sa candidature. D'accord, donc tout est encore possible, vous êtes en train de nous dire. Mais aujourd'hui, il y a un clash. Il y a un clash, parce que... C'est là que nous entrons dans le vif du sujet. Oui. C'est le début du conflit, parce que M. Diparny n'a pas compris la stratégie qu'il faut savoir conduire pour arriver à un résultat positif. Mais, je crois même savoir qu'aujourd'hui, il est en situation de faire la démonstration qu'il serait prêt à s'associer avec M. Saint-Lambert. D'accord. M. Saint-Lambert. Mais alors, ce sont deux camps totalement opposés. On lui posera la question. Mais il y a eu quand même, là, au moment, il y a eu un clash, parce qu'à un moment donné, je me rappelle d'un conseil municipal, c'était en décembre de l'année dernière, il y a eu une tentative de votre part de l'exclure du conseil municipal. C'est-à-dire, enfin, pas du conseil municipal, mais de lui retirer ses délégations de son poste d'adjoint, de premier adjoint. C'est une bonne question, M. Monroux. C'est là qu'il faut. Nous n'allons pas nous claironner cela chaque fois. Et d'ailleurs, la presse ne nous voyait pas trop souvent à ce moment-là. C'est surtout à partir de l'histoire de l'Église. On va revenir certainement. On va revenir sur l'Église, mais déjà... Mais disons, sur les faits d'activité locale, les faits de gestion communale et tout cela. Sur le retrait de délégation du premier adjoint. On n'en parlait pas à la presse. Aujourd'hui, on peut en parler. Oui. Mais c'était déjà, bien sûr, dans la discussion. Le fait que M. Diparny a été l'objet d'une délibération pour être nommé de nouveau premier adjoint. Suivez-moi bien, ça n'avait pas été démontré cela. Il y a eu un conseil municipal de décembre où il était question de voter de nouveau pour désigner si le premier adjoint devait rester premier adjoint ou s'il ne reste pas premier adjoint. Et à ce moment-là, ce n'est pas moi qui l'ai voulu. Monsieur Daniel Diparny m'avait envoyé la démission de toutes ses délégations. Oui. Toutes ces délégués aux finances, aux ressources humaines. Il était premier adjoint, il était toujours premier adjoint, et il m'avait envoyé, c'est noir sur blanc, une lettre demandant le retrait de toutes ces délégations. Un premier adjoint, un adjoint, quel qu'il soit, ne peut pas rester adjoint ou avec les mêmes délégations s'il les rejette et s'il les refuse.
Alors il a fallu reposer la question au conseil municipal très naturellement. Voilà. C'était en décembre. Souhaitez-vous Voilà. que M. Parny soit toujours 1er adjoint, ce qui veut dire qu'il faudra lui redonner des délégations, alors qu'il les avait repoussées, rejetées lui-même. Il avait demandé le retrait total. Il avait même rendu les clés de sa voiture et tout cela. Mais ça, et donc là, effectivement, il y a une majorité qui a dit non, il faut que M. Parny reste 1er adjoint. Et voilà. C'était le groupe majoritaire. Voilà, le groupe majoritaire, ce sont des adjoints avec lesquels vous travaillez depuis 2014, depuis que vous avez été élu. Très objectivement, j'ai soumis au conseil municipal le choix entre le laisser 1er adjoint, là c'était officiel, lui demander au conseil municipal, donc à la majorité, pour ce qu'on était majoritaire, ça aurait été le cas, s'il devait rester 1er adjoint, et ça ne me gênait pas qu'il reste 1er adjoint. Mais à partir du moment où le conseil municipal a voté et a dit qu'il devait rester 1er adjoint, bon, il fallait aussi après trouver de nouvelles délégations. Ça ne pouvait plus être les délégations qu'il avait avant et qu'il avait repoussées. Donc je lui ai donné d'autres délégations avec la recherche qu'il fallait, le petit temps qu'il a fallu pour, bien sûr, savoir qu'est-ce qui aurait pu lui convenir, ou qui aurait pu être accepté par lui. Bon, c'est ce qui s'est passé très calmement. Ça, c'est le premier clash. L'autre problème, enfin l'autre sujet qui pose... C'est pas un clash de ma part. Oui, d'accord. C'est lui qui avait, par désaccord ça veut dire que avec si aujourd'hui... l'orientation générale politique, c'est lui, parce que, soi-disant, j'étais en relation avec tel candidat plutôt qu'avec un autre. Bon, je suis en relation aussi avec M. Payette. Je suis en relation aussi... Payette du LPA. M. Payette du LPA, c'est un bon collègue. D'accord. Je suis aussi en relation avec d'autres personnes au sein de la majorité qui ont des velléités pour 2020. Mais ça ne veut pas dire que je vais voter pour eux. Je serai électeur à ce moment-là. Donc, si je comprends bien, vous êtes en train de lui dire que rien n'a été décidé aujourd'hui pour 2020. Et pourquoi ne pas revenir et travailler tous ensemble? Et petit à petit, on réfléchira à la stratégie à mettre en place pour 2020. C'est un petit peu le message que vous lancez à l'équipe? Il n'y a pas de situation qu'on fait vivre à une population ou qu'on vit dans une population et qui ne doit se passer comme ça, comme de l'eau sur la feuille de songe, comme on dit, sans laisser de traces. D'accord. Il y a des traces. Il y a une sérieuse reconstruction à faire politique sur la plaine des Palmistes, étant donné qu'aujourd'hui, personne ne sait où il va. Oui, J'entends parler de Marco Boyer, qui ne sera plus là, qui ne sera plus candidat. Je suis dans l'objet de toutes les... critiques, reproches. Oui, c'est ça, de tous les soulèvements des uns et des autres. Mais je ne serai pas candidat, en ce qui me concerne. Ça vous confirme, vous ne serez plus candidat, vous ne serez pas candidat. Ma position sera de m'affirmer ou d'affirmer ce que j'aurai à faire en tant qu'électeur, en tant que, pas décideur, en tant qu'électeur, en tant que partie prenante de la vie de ma commune, quand j'aurai connu un petit peu mieux ce que et les uns et les autres veulent faire pour la plaine des Palmistes. Je serais d'avis qu'au lieu de parler de Marco Boyer aujourd'hui, c'est gentil. Alors, moi. les uns et les autres... On parle davantage de la plaine des Palmistes, de ce qu'on veut faire de la plaine des Palmistes. Les uns et les autres, notamment M. Parny, M. Saint-Lambert, ils se retrouvent là sur un point, enfin en tout cas c'est commun, ils disent que c'est vous qui tranchez, c'est vous qui hachez, c'est vous qui coupez, et vous vous comportez parfois comme un dictateur, il n'y a pas possibilité de discuter avec vous. Par exemple, je reprends une phrase de Daniel Di Parny qui disait « On tend la main à Marco, mais il reste les poings fermés ». Qu'est-ce que vous répondez à cela? Si on me tend la main pour que je démissionne et que je laisse tomber le mandat de maire qui doit me conduire jusqu'à l'échéance de cette mandature, ce n'est pas une façon de me tendre la main, c'est une façon de me jeter. Vous dites que c'est un non-respect du suffrage universel parce que vous avez été élu en 2014? J'y arrive. Le suffrage universel s'est exprimé. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'organiser pour l'avenir. C'est ce que j'ai fait. Le suffrage universel dit qu'il y a une organisation communale qui permet une action, un travail, des opérations et tout ça que vous voyez. Tout le monde peut être juge de tout cela. Ben, je fais mon travail. Ce n'est pas mon travail qui est condamné. C'est aujourd'hui trouver le moyen de dire, voilà, ben, c'est ma méthode. C'est ma façon de faire. Cette méthode, elle est appliquée
en 4 mandats, c'est le 4e. En 3 mandats, ça s'est très bien passé, avec peut-être la même démarche, où il faut parfois être souple, c'est ce que j'ai essayé de l'être. Il faut parfois un peu d'autorité, de rigueur mais aussi. il faut aussi parfois trancher. Ça me fait revenir le mot de M. Servan-Schreiber qui disait que la démocratie, nous sommes dans un pays de droit, un pays de démocratie. La démocratie, lui, disait qu'elle doit être totalitaire. C'est fantastique, ça m'avait impressionné. Je dis qu'est-ce qu'il avait voulu dire par là? Ben, à la limite, on propose les situations à traiter. On fait voter. On fait échanger sur tout cela. On prépare toute la décision qu'il faut prendre. Mais quand la démocratie a conduit à des votes et a conduit à des choix qu'il a fallu arrêter, vous dites qu'il faut respecter. À ce moment-là, il faut respecter. Parce que sinon, ce ne serait pas respecter la population. Ça doit être de façon totalitaire qu'on doit aussi l'appliquer. Sinon, il n'y a plus de démocratie. Vous voyez, le temps passe. Bien sûr. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il y a un autre point qui a fait couler beaucoup d'encre à la Plaine des Palmiers, c'est cette histoire de l'Église. Alors, mais c'est quoi le problème? Vous avez un projet global, d'accord? C'est l'aménagement du centre-ville. Et dans ce projet, il y a la construction d'une nouvelle église, beaucoup plus grande, capable d'accueillir plus de pèlerins, de fidèles. Mais manifestement, là encore, le projet, je ne sais pas si c'est un rapport par rapport à la situation politique qui règne aujourd'hui, mais tout... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien. Il y a un vote contre. Il y a le curé qui est intervenu au conseil municipal et il y a un blocage à ce niveau-là. Mais pourquoi? Or, votre projet, d'après ce que vous nous avez expliqué, c'est un bon projet, pour reprendre vos mots. Absolument, mais c'est un projet qui est réfléchi en tout cas, et qui est entré déjà dans des dispositions générales, dans un aménagement global qu'il a fallu prendre en compte d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'il fallait envisager une étude pour le fameux cœur de ville. Pour le cœur de ville, déjà débattu depuis des années et des années. Eh bien, il était compris le centre médical, la poste, la mairie, mais l'église aussi, et puis encore les parkings et bien d'autres aspects touristico-économiques qu'il fallait envisager là-dessus. Mais en ce qui concerne l'église, j'ai pu constater, avec aussi des observateurs autour de moi et des observateurs des experts, que cette église avait été fragilisée. Fragilisé par des travaux réalisés en 2012. Je n'étais pas maire en 2012. Et ça avait été avec la C'était Jean-Luc Saint-Lambert, oui. Avec la bénédiction certainement de ces responsables-là. Avec aussi le curé qui lui-même avait souhaité changer l'hôtel de place, l'hôtel qui était central, mais qui était aussi dans ce cercle de béton-là qui constituait la solidité du bâtiment. Tout ça, ça a été observé. D'accord. Mais il nous reste 2 minutes, Marc Auboyer. Alors, qu'est-ce qui va se passer là, concernant l'Église? Je vous dis que nous avons opéré une réflexion qui nécessitait une décision de conseil municipal, et là, c'était devenu rapidement une affaire politique. Il a fallu, on a touché au sacré. Marc Auboyer ne savait plus ce qu'il faisait. Même dans la plaine des Palmiers, il y a encore des expressions qui sont utilisées, mais qui ne m'arrivent pas vraiment, mais qui indirectement laissent supposer qu'il y a encore de fortes interrogations. Il a fallu aller avec Monseigneur pour en débattre, mais l'affaire suit son cours. Et il faudra bien qu'instantanément, les choses soient claires pour tout le monde. Marc Auboyer, maire responsable de la sécurité dans un bâtiment qui est communal, doit aujourd'hui, c'est pas demain ou après-demain, attendre l'année prochaine ou dans 10 ans, il doit aujourd'hui décider de ce qu'il faut en faire. Et là, c'est aussi l'affaire de l'État et de la commission de sécurité qui était passée, qui avait dit que c'était bon, mais qui n'avait pas tous les éléments, mais qu'une commission de sécurité qui est de nouveau appelée à revenir à se positionner à partir d'autres éléments qui sont arrivés et qui conduisent nécessairement à une décision qui s'impose très prochainement. Je vous interromps parce que l'heure passe. Mais c'est en une minute, la priorité pour vous, ça va être le conseil municipal de ce samedi. Vous avez un budget à faire voter parce qu'il y a la vie communale qui doit continuer, d'accord? En quelques mots, vraiment, quel est le message que vous souhaitez passer à votre équipe de conseillers municipaux, que ce soit opposants ou conseillers majoritaires? La priorité, M. Montrouge, et je le dis là de façon... Très rapidement. Rapide.
Mais enfin, la rapidité a aussi le petit temps qu'il faut. Très sincèrement et très honnêtement, je vous dis, la priorité pour moi, c'est la plaine des Palmistes. Dans la responsabilité qui est la mienne, en tant que fils de ce village, je n'ai jamais cherché à tromper qui que ce soit. Je prends en compte les intérêts supérieurs de la commune, que ce soit pour le budget, que ce soit pour la conduite des affaires dans les services, que ce soit pour l'avenir des carrières des uns et des autres, que ce soit pour les intérêts particuliers, personnels des uns. Il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je ne peux pas faire. C'est vrai. Mais l'intérêt de la plaine des Palmistes, c'est avant tout. Et ça passe par toutes les décisions qui ont été soumises au conseil municipal, qui seront approuvées, et on continue, ou qui ne seront désapprouvées. Et dans ces conditions, il y aura aussi le suivi de la loi, l'application de la loi pour la continuité des affaires locales. Voilà ma priorité. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, M. Merci, Marc mon Boyer. cher. Merci d'avoir répondu moi qui vous remercie, à nos monsieur. questions. Et moi, quant à moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine avec un autre invité. Merci.